Le débrief de l'ActuTech cette semaine, c'est avec Henri Dagrin, délégué général du SIGREF. Bonjour à nouveau Henri. Bonjour. Et en face de vous, Alain Staron, le président cofondateur d'Artifil. Bonjour Alain à nouveau. On va commencer avec cette première actu sur la cybersécurité. On a un nouvel arsenal qui arrive, porté par le gouvernement. On l'appelle le bouclier, un nouveau bouclier cyber qui va permettre donc aux petites, moyennes entreprises et collectivités, surtout d'être doté là d'une nouvelle enveloppe, une enveloppe qui vient en plus de celle qui avait été annoncée au moment de la cyberattaque de l'hôpital Corbeil-Essonnes. Est-ce que, déjà première question, est-ce que ces PME, ETI, collectivités, c'était vraiment le maillon faible là auquel il fallait s'attaquer en matière de cybersécurité? Alors, et là, je m'appuierai sur les propos de Guillaume Poupard, hein, qu'il a encore répété, c'était, je crois, avant-hier, à Rennes, dans le cadre de la European Cyber Week. Beaucoup de choses ont été faites pour les opérateurs d'importance vitale, les opérateurs de services essentiels, et par ailleurs, les grandes entreprises, les grandes administrations publiques disposent de moyens qui sont assez substantiels pour renforcer leur sécurité numérique. D'ailleurs, entre 2017 et 2021, vous voyez, sur une période de 4-5 ans, les budgets consacrés à la sécurité numérique dans les grandes entreprises, hein, et notamment dans celles que représente le SIGREF, ont été multipliés d'un facteur 3 à 5 en fonction de la sensibilité des systèmes d'information qu'elles opèrent. Donc, il y a peu de domaines technologiques, notamment, qui ont vu des budgets multipliés d'un facteur 3 à 5. Donc, c'est quand même très important. À mettre au regard avec le nombre de cyberattaques aussi qui explose. x4 entre 2020 et 2021. Enfin, on est dans une situation, effectivement, qui est, n'ayons pas peur du mot, catastrophique en matière de développement de la cybercriminalité mondiale, une cybercriminalité d'ailleurs qui n'est pas uniquement criminelle, mais qui a parfois des porosités avec des activités étatiques ou para-étatiques. C'est difficile de faire parfois la différence. Donc ça, les grandes entreprises, les grandes structures, les grandes organisations, c'était bien traité. Par ailleurs, avec le GIP ACIMA, avec cybermalveillance.gouv.fr, les particuliers, les TPE, les PME ont des outils aujourd'hui qui sont adaptés à leurs besoins face à cette croissance de la cybermalveillance, de la cybercriminalité. Et puis, il restait au milieu, en fait, c'est les grosses PME, les ETI qui ont moins de moyens. Eh bien, il y avait un vide que le gouvernement s'attache, et également les collectivités territoriales, les collectivités hospitalières, toute cette... Donc, il y avait déjà eu là une enveloppe de 20 millions supplémentaires pour les accompagner dans leur stratégie cyber, et là, on rajoute 30 millions. Et c'est pour couvrir ce segment entre les grandes organisations et les toutes petites, puis nos concitoyens. Eh bien, c'est ce que s'attache à faire le gouvernement, c'est de combler ce déficit en fait d'accompagnement en matière de renforcement de la sécurité numérique des entreprises et des collectivités territoriales. Je ne demande pas si c'est assez ou pas assez. De toute façon, c'est jamais assez. Dans ce domaine, à chaque fois, on me répond la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'accompagne aussi d'outils. Il va y avoir des outils clés en main. Absolument. Oui, ce qui est effectivement très bien. Moi, j'ai juste un peu sceptique sur le mot bouclier, parce qu'à la fin, la responsabilité, c'est celle de l'entreprise. Donc, on apporte des conseils, on apporte des audits, on apporte des best practices, mais après, c'est l'entrepreneur qui fait ou qui fait pas. Donc, c'est pas... Il y a de l'argent, donc ça, c'est effectivement, de ce point de vue-là, ça l'est un bouclier, mais in fine, ça protège que si vous avez envie de vous mettre en mesure de vous protéger. Ouais, donc ça, c'est pas un bouclier, mais c'est peut-être de quoi installer son bouclier. Voilà, c'est une incitation, mais chacun, l'entrepreneur est responsable. Démarrer par l'audit, ça c'est plutôt intelligent, de dire on va proposer des audits gratuits dans les PME sur leur capacité à répondre aux cyberattaques. Gratuit, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Oui, mais enfin financé. Financé par la collectivité, mais c'est l'intérêt de la collectivité, en tous les cas, de mutualiser ses capacités à mener des audits et à renforcer globalement la cybersécurité, la sécurité numérique de l'ensemble du tissu économique, du tissu social. C'est notre intérêt collectif. Et le collectif et le communaliser, vous voyez, le traiter de façon commune, c'est quand même assez malin. Et par ailleurs, l'ANSSI développe un outil qui va permettre d'automatiser
ces audits. Et ça, c'est également quelque chose qui est tout à fait intéressant. Également, une plateforme, l'ANSSI va mettre à la disposition notamment des petites collectivités, des toutes petites collectivités territoriales, un pack d'outils avec de quoi choisir un nom de domaine, une messagerie, et ainsi de suite. C'est-à-dire du stockage sécurisé. Pour les petites communes. Voilà. Mais alors ma question, je vais la poser à un start-upper. C'est facile d'accéder aux aides de l'État, là, parce que quand il y a des annonces, concrètement, pour les récupérer, ces enveloppes. Plus ou moins, puisque ça dépend de la situation de chaque start-up. C'est toujours pareil, il vaut mieux que la start-up soit pas tout à fait débutante et balbutiante, parce qu'à ce moment-là, les aides sont ridicules. Il ne faut pas non plus qu'elle soit au moment de la croissance forte, parce qu'à ce moment-là, elle est fragile économiquement, et donc elle n'a pas forcément l'assise qu'on attend pour prêter de l'argent ou pour subventionner. Voilà, bon, donc, c'est un peu la limite. Voilà, c'est ça, parce que pour que ça ait des effets, il faut aussi qu'on puisse le mettre en œuvre. Alors, a priori, tout ça, c'est pour 2023. On continue avec... je voulais qu'on fasse un point sur Gaia-X, donc cette initiative européenne dans le cloud, puisqu'en ce moment même, c'est un sommet qui se tient. Enfin, ça a commencé hier, moi j'ai assisté à la conf de presse, et ça continue aujourd'hui. On en est où de Gaia-X? Un petit peu au ralenti, non? Non, je crois pas. Pourquoi? Il n'y a pas beaucoup de monde à la conférence de presse, en tout cas. Ah. Parce que j'ai l'impression que, notamment en France, on ne s'intéresse pas trop à Gaia-X. On n'a peut-être pas toujours compris quelle était la finalité. Mais enfin, Gaia-X avance. C'est toujours, bien entendu, compliqué de coopérer. Il y a une vingtaine d'États de l'Union qui sont impliqués. Il y a une vingtaine de hubs nationaux. Il y a... plus de 350 membres maintenant dans l'association Gaia-X, des très grandes entreprises et des plus petites. Alors, quels sont les sujets clés là, qui sont abordés pendant ces 2 jours? Le sujet clé, c'est celui de l'annonce notamment, et pour la France c'est une excellente nouvelle, l'annonce de la finalisation de la première étape de ce qu'on appelle le GXFS. C'est le Gaia-X Federated Services, c'est un catalogue de services, il y en a plus de 200 qui sont dans ce catalogue, des services fédérés qui seront mis à la disposition des espaces de données par secteur d'activité qui sont en train de se constituer. Nous avons poussé le développement de 12 data space sectoriels, transport, énergie, banque, assurance. En fait, c'est essayer de normaliser, de donner un code commun en Europe autour de l'espace de données. Avec ces services fédérés qui seront reproductibles. C'est la couche commune pour les data space pour permettre de partager des données et de les valoriser au sein de ces espaces de données. Ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, il y a une autre étape qui est particulièrement importante, qui a été présentée au summit de Gaia-X, c'est les labels. Vous savez, c'est cette labellisation des services. Il y a 3 niveaux de services. Un premier niveau, c'est plutôt de la transparence. Le deuxième niveau, qui est de la sécurité renforcée. Et le label de niveau 3, qui est ce label qui consacre notamment l'immunité des services Gaia-X aux législations non européennes à portée extraterritoriale. On pense bien souvent au Cloud Act, mais il y a beaucoup d'autres textes internationaux, notamment aux États-Unis ou en Chine, des législations qui permettent à des agences de renseignement d'avoir accès à des données sensibles dès lors que ces données sont hébergées sur les solutions cloud d'entreprises américaines ou chinoises. Et ça, c'est particulièrement important. C'est un gros travail de conviction qui a été fait auprès de nos partenaires, notamment allemands, notamment néerlandais, notamment du nord de l'Europe, qui avaient une crainte assez légitime, c'était de froisser l'allié américain, notamment dans la situation géopolitique dans laquelle nous sommes actuellement. Oui, alors moi j'ai noté quand même que justement le président de Gaia-X nous disait mais les big tech c'est pas du tout un problème, ils sont très bons, enfin ne faisons pas sans eux, il n'est pas question de leur fermer les portes. On a davantage un problème d'adoption des techno-cloud en Europe. Oui. Un problème d'adoption des techno-clouds en Europe. Oui, Oui, mais je pourrais vous expliquer pourquoi. Non, mais je voulais que aussi donne son avis sur cette question quand même. 2 choses. D'abord, moi je trouve que si Gaia-X ne réussit pas tant que ça aujourd'hui en termes de communication, c'est probablement parce que c'est un changement de paradigme.
on a tous dans tête un cloud souverain, un cloud qui fait ceci, un cloud qui fait cela, toc toc, et parce que ça c'est simple à comprendre, et le risque est simple à comprendre également. Bon, du coup, effectivement, moi, en tant que start-upper, je me pose la question d'où est-ce que j'héberge mes données. Bon, je suis chez Scaleway, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps. Donc un acteur français. Un acteur français, mais pour traiter l'IA, j'ai forcément des instances Azure. Je suis désolé. Mais donc, et mon problème, c'est comment je fais pour protéger des données personnelles quand je suis chez Azure. Donc, je mouline à la main, j'attends les services Gaia-X, le niveau qui va bien, pour pouvoir utiliser les services estampillés Gaia-X. Donc, moi, j'en ai besoin. Ouais. Et de label 3. Oui, bien sûr. S'il y en a, évidemment. Donc aujourd'hui, vous me dites qu'effectivement, l'incertitude juridique autour de ces données qui sont hébergées par des acteurs américains fait que ça freine l'adoption des techno-clouds. C'est pas une incertitude du tout. On sait très bien que la législation américaine, notamment, vis-à-vis des hyperscalers américains, permet aux agences de renseignement qui font essentiellement du renseignement d'intérêt économique au profit de leur économie, permet donc à ces agences de renseignement, c'est ce qu'on appelle la section 702 du Foreign Intelligence Surveillance Act, qui est un texte très ancien, permet de faire de la collecte massive, a priori sans mandat, des données personnelles et non personnelles des organisations étrangères, des personnes morales ou physiques étrangères, dès lors qu'elles sont hébergées. Ça, j'entends bien. Ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce point qui freine l'adoption du cloud en Europe ? C'est le premier point. Est-ce que c'est pas le fait qu'on manque peut-être de soutien et d'appui à une filière cloud européenne ? C'est d'abord le premier principe. En fait, la filière cloud européenne, j'ai envie de dire, c'est un truc après lequel on court sans forcément y arriver un jour. Les technologies américaines sont excellentes. Ça fait 3 fois qu'on se relance dans un cloud souverain. Si je compte bien, je ne suis pas du tout sûr que cette fois-là sera la bonne. Il n'y a pas de raison, les autres sont toujours de plus en plus forts. On se trompe de combat, enfin je le dis à chaque fois qu'on se voit, toutes les semaines. T'es perdant là aussi. Non, mais non, il faut passer au coup d'après. Le coup d'après, c'est quoi ? S'il y a des infrastructures qui marchent très bien, dont acte, il faut juste se protéger de l'espionnage purement économique. Je me souviens d'avoir été chez Guillaume Poupard dans un job précédent qui expliquait à mon... Oui, on sait, mais le problème c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas si on va y arriver. Mais on n'a plus beaucoup de temps Delphine, à vraiment sécuriser cet espace de données au sein de l'Europe. C'est ce à quoi on travaille. Et de toute façon, c'est très Web 3. Retenons bien. Delphine, c'est très Web 3, donc c'est l'avenir. Retenons bien. De toute façon, il n'y a pas d'autre initiative que Gaia-X aujourd'hui en Europe. Et l'échec de Gaia-X ne peut pas être une option. Et ceux qui pensent, qui misent sur l'échec de Gaia-X, eh bien, ils se plantent de combat. Alors ça, c'est dit. On passe à l'affaire FTX. Cette affaire FTX, donc c'est cette grande plateforme d'échange en crypto-monnaie qui met la clé sous la porte. Son patron démissionne, alors parce que en fait il y a des enquêtes aux États-Unis sur des conflits d'intérêts de cette entreprise avec une autre dont est propriétaire son patron. Est-ce que ça, c'est de nature vraiment à briser totalement la confiance en ces plateformes d'échange de crypto-monnaies, où c'est un épiphénomène et c'est peut-être nécessaire pour justement travailler cette régulation qu'on attend dans le monde des cryptos? Tout ça, il y a quand même un paradoxe qui est intéressant à souligner. Les crypto-monnaies sont nées et se sont développées à la suite de la crise de confiance dans les institutions financières en 2008-2009. Exact. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la crise de confiance pourrait naître, et donc crise de confiance en 2008-2009 dans des institutions régulées. Et aujourd'hui, la crise de confiance viendrait du fait d'un déficit de régulation. C'est quand même intéressant. Rappelons quand même que la régulation, elle n'est pas faite pour les États, pour satisfaire leur ego. Elle est faite pour protéger nos concitoyens qui utilisent des dispositifs, notamment dans l'industrie financière. Et donc des règles prudentielles qui soient claires, qui soient adaptées aux besoins des utilisateurs, on s'aperçoit que finalement, c'est pas complètement une idée à mettre à la poubelle. Et le Web 3, eh bien aujourd'hui, on l'entendait tout à l'heure dans votre interview, qu'est-ce que demande le monde de la crypto? C'est un peu de régulation de la part des institutions centralisées, financières, justement, on peut pour dire, renforcer la sécurité des utilisateurs. Elle fonctionne, puisque là, justement, on a des autorités
qui mettent un coup d'arrêt à une plateforme dont les pratiques ne sont pas... Il lui fallait que ce soit impossible à faire. Enfin, transférer plusieurs centaines de millions de dollars d'une boîte à une autre, je ne comprends pas comment ça a pu être possible. Je ne sais pas, il y a d'autres affaires dans la finance classique. Oui, mais toujours. Justement, à chaque fois qu'il y a des affaires dans les finances classiques, on le voit, le régulateur modifie, renforce les règles prudentielles qui s'appliquent à ces organisations. Ça a été le cas après la crise financière de 2008. Et à chaque fois, il y a des règles prudentielles qui se renforcent et qui sont là pour protéger les utilisateurs. Eh bien, dans le monde de la crypto, il faudra quand même certainement y passer. Bon, on enchaîne sur l'actu suivante parce qu'on en a quand même déjà un peu parlé de cette actu en ouverture de Smartech. L'actu suivante, c'est la réforme du crédit d'impôt pour le jeu vidéo. Donc, c'est le gouvernement qui décide finalement de transformer un peu les critères pour que davantage de studios de jeux puissent en profiter. Puis, il y a une prolongation aussi de ce crédit d'impôt. Est-ce que c'est un effet métavers? Parce que quand j'écoute notre ministre Bruno Le Maire qui dit qu'il faut absolument soutenir cette filière qui porte la réalité virtuelle, qui porte la création de demain dans les métavers, est-ce que ce n'est pas un effet buzz finalement, qui finalement en arrive à nous faire prendre des décisions sur des crédits d'impôt? Et alors Tant mieux. C'est un pari. Non mais le métavers, personne ne sait, tout le monde sait que c'est pas avant 10 ans, donc heureusement que le crédit se prolonge jusqu'en 2028, parce que de toute façon le métavers il ne verra pas vraiment le jour avant. Mais c'est pas grave, c'est-à-dire que l'avenir technologique par essence c'est un risque. Par essence, on ne sait pas exactement ce qui va être. Donc, à un moment, il faut prendre des paris. On prend des paris sur ce qui passe. Alors, le buzz n'est pas forcément un bon pari. Il y a plein de buzz qui se sont cassés la figure. Néanmoins, est-ce qu'on est prêt à mettre notre main coupée qu'il n'y aura jamais de métavers? Non. Et l'amélioration du mécanisme n'est pas réservée au métavers. Il prend juste plus en compte les facteurs technologiques dans la création. C'est juste top. Là, la technologie devient une part essentielle de la créativité. Pardon pour les artistes purs, mais on a vu sur ce plateau l'intelligence artificielle qui écrit, enfin on a parlé plein de choses comme ça. Donc la technologie devient part de la créativité, il faut l'intégrer, et nous ne sommes pas qu'un pays d'artistes, on est aussi un pays de techno. Et donc c'est très bien que ça puisse retomber un peu sur la techno. Donc moi j'applaudis. Et là vraiment c'est le soutien de notre filière française, c'est une filière d'excellence, la filière du jeu. Alors, bon, je ne suis pas un spécialiste de la filière du jeu, mais je pense qu'il est absolument essentiel de soutenir cette filière. Et surtout qu'il y a une créativité, pour le coup, technologique, une inventivité technologique, des innovations dans le domaine du jeu vidéo. Et alors, pour le coup, avec ma casquette CRF, je me dis, il y a peut-être à un moment donné une connexion à faire entre cet univers technologique du jeu vidéo et l'univers des systèmes d'information. Parce qu'il y a des outils qui sont créés, qui sont pensés dans l'univers du jeu vidéo, qui auraient certainement des points d'application extrêmement fertiles, extrêmement judicieux, extrêmement pertinents dans le monde du système d'information professionnel, ou même pour les particuliers. Par exemple, en termes d'accessibilité des services. Eh ben on va en parler du handicap juste après. Justement, en termes d'accessibilité des services, je suis sûr que l'univers du jeu vidéo, qui est capable de faire jouer depuis des tout petits enfants jusqu'à des adolescents, de soutenir leur attention et de leur faire exécuter des tâches extrêmement complexes avec des environnements où cette complexité est complètement masquée, moi je me dis que... Il y a des connexions à faire. Il y a des connexions. Vous allez nous organiser une conférence aussi bref sur ce sujet. Alain, est-ce qu'il y a une actualité qui vous a marqué cette semaine? Il y avait deux choses cette semaine, c'est double actualité sur le même sujet. On constate qu'Apple qui dit ce qui est dans votre téléphone ne sort pas de votre téléphone, en fait parfois ça va jusqu'au siège d'Apple. Donc l'enquête est en cours, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, mais ce serait chaque clic sur chaque méta-appli, enfin les applis fondamentales d'Apple qui seraient tracées. Et la même semaine, Google paye 392 millions de dollars à 40 États américains regroupés, un collectif de procureurs, pour pardonner sa faute d'avoir continué à tracer la géolocalisation des téléphones alors que les utilisateurs disaient non, je ne veux pas être localisé. Eh ben oui, donc là, quand on parle de confiance... il y a un vrai sujet. On se rend bien compte que c'est un travail permanent. Donc on peut parler de cloud de confiance avec des GAFAM ? Est-ce qu'on peut parler de cloud de confiance? Delphine, on peut parler de cloud de confiance. Non, vous avez raison. Je pose la question. On peut parler de cloud de confiance, mais ça veut dire que la confiance,
On peut l'objectiver, on sait l'objectiver. D'ailleurs, le CIGREF a publié il y a 3 semaines une version 2 de son référentiel du cloud de confiance. C'est 450 exigences sur 4 axes qui sont déclinés, l'axe de la sécurité, l'axe de la maîtrise de la dépendance des utilisateurs vis-à-vis de leurs fournisseurs, l'axe de l'immunité des solutions vis-à-vis des législations non européennes à portée extraterritoriale, et un 4e axe qui est caractérise la confiance, c'est l'axe de la maîtrise de l'empreinte environnementale des solutions cloud. Plus de 450 exigences. Nous, on l'envoie à tous les cloud providers qui soient non européens. On leur dit, par rapport à ce référentiel, dites-nous ce que vous avez. Et c'est ça qui caractérise la confiance. C'est ce que les utilisateurs demandent. Si donc la transparence. Si je peux me permettre. C'est ça, pas que de la transparence, il y a aussi des exigences qui sont... Parce qu'il faut pouvoir avoir accès. Absolument. Ouais. Et ça, ceux qui ne veulent pas remplir cette grille, on leur dit, écoutez, la confiance, elle ne sera pas au rendez-vous. Vous avez peut-être des solutions technologiques très pertinente, mais la confiance n'est pas au rendez-vous. Très bien. Gaïa, c'est peut-être, je parle sous votre contrôle, le moyen de ravoir confiance dans des technologies extraterritoriales. Si ça clarifie les critères, si on a accès à ces critères, absolument. Merci beaucoup à tous les deux. Henri Dagrin, délégué général du CIGREF, et Alain Staron, le président cofondateur d'Artifil. Je vous ai dit qu'on parlerait handicap juste après. On a rendez-vous avec un patron autiste qui a une initiative très intéressante pour voir l'inclusion dans la tech un peu différemment.